bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous avons évoqué dans une première émission la préhistoire de l'Algérie, notamment les sites archéologiques où l'on a découvert les premières traces humaines. Aujourd'hui, nous allons, toujours dans le cadre de la préhistoire, évoquer l'histoire des gravures rupestres en Algérie. Pour revenir sur cette histoire, sur ce patrimoine important de l'Algérie, j'ai le plaisir de recevoir pour une seconde émission Madame Ginette Omassip. Je rappelle que Madame Ginette Omassip est préhistorienne et géologue. Elle a à son actif plusieurs ouvrages et plusieurs publications académiques. Elle a écrit un dernier livre, L'Algérie des temps préhistoriques, un patrimoine méconnu. Madame Ginette Omassip, bonsoir et bienvenue pour cette seconde émission dans les dossiers de la mémoire. Bonjour, bonsoir. Merci de m'accueillir une nouvelle fois. J'ai toujours beaucoup de plaisir de me retrouver en votre présence. Le plaisir est partagé. Donc nous allons essayer aujourd'hui d'expliquer aux téléspectateurs l'histoire de ces gravures rupestres. Mais avant, est-ce que vous pouvez définir c'est quoi une gravure rupestre? Eh bien, c'est un dessin fait dans la pierre avec un outil, enfin différents outils peuvent être utilisés, qui font une incision plus ou moins importante et qui tracent un contour représentant une figure. Et à l'aide de quoi sont faites ces figures? Nous ne savons pas très bien à l'aide de quoi les hommes préhistoriques ont travaillé, mais c'est vraisemblablement à l'aide de pierres. Ils n'avaient pas d'autres moyens à leur disposition. Il y a eu des essais de reconstitution des traits qui n'aboutissent pas à des résultats très satisfaisants. Nous ne sommes pas aussi habiles qu'eux. Parce que les traits sont particuliers, donc, et c'est avec quoi on donne ces couleurs Alors ensuite, en ce qui concerne les peintures et les couleurs, on utilise tout simplement de l'ocre. L'ocre est une pierre de couleur brune ou jaune ou rouge brun. Qui s'écrase facilement, ou que l'on trouve aussi quelquefois sous forme de poudre. Et il y a dans les zones sahariennes, dans le Sahara central en particulier, il y a un certain nombre de gisements de ces pierres qui expliquent peut-être la prolifération des peintures dans ces régions. Alors le premier site qui a été découvert, qui a été mis en valeur en Algérie, c'est le fameux site de Tiout, dans la région d'El Bayad, aujourd'hui dans la wilaya de Naama plus précisément, un site que vous considérez comme étant le plus important parce que c'est grâce à ce site que la préhistoire existe en Algérie, n'est-ce pas? Oui, c'est... Tiout a été découvert à la fin du XIXe siècle. C'était à l'époque où on discutait beaucoup de l'existence d'un homme préhistorique. Son existence donc a posé beaucoup de problèmes au départ, disons d'un point de vue religieux. La religion chrétienne refusait de croire qu'il y avait un homme antédiluvien. C'est ainsi que l'on parlait à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de controverses et on ne savait de lui qu'il avait pu fabriquer des outils et des bifaces en particulier. Et à Tiout, on a découvert des gravures qui manifestement ne pouvaient être qu'une réalisation humaine et qui représentaient
des éléments extrêmement anciens, entre autres des éléphants. Il n'y avait pas d'éléphants à Tioute au XIXe siècle. Ouais. Donc ça a développé une grande polémique à partir de laquelle il y a eu identification de l'existence d'un art préhistorique et de gravures préhistoriques. Alors, cet art a été fait dans quel but, à votre avis? Est-ce que c'est une expression particulière? Est-ce que c'est l'équivalent de l'écriture? Il y a sûrement plusieurs explications. Oui. Et entre autres, l'équivalent de l'écriture, il y a certainement des messages qui ont été transmis ainsi. Il y a aussi probablement des moments importants dans la vie de ces populations qui ont été figés, comme nous faisons une photo par exemple. Et il y a peut-être aussi, du moins pour les plus anciens, on pense qu'il y a des éléments d'un rituel concernant entre autres la chasse. Les premiers hommes, enfin les hommes les plus anciens, vivaient entre autres de chasse. Et les chasses étaient certainement quelque chose d'extrêmement dangereux, étant donné les moyens dont ils disposaient pour abattre les animaux. Donc c'était des Donc on pense qu'avant d'aller à la chasse, il y avait des cérémonies, un rituel au cours duquel certaines de ces gravures ont dû être faites. On a pensé ça en retrouvant ce phénomène-là dans certaines populations anciennes. Donc c'était une manière de représenter les exploits des hommes, c'est l'équivalent des épopées en quelque sorte. Oui, d'une part, mais c'était aussi préventif, de manière à ce que l'animal soit reconstitué et ne puisse pas devenir un ennemi de l'homme. Donc le prendre comme étant une cible, mais... oui, une cible dont on a peur et dont on veut se protéger. Et pour se protéger, on fait son image. On a trouvé ça dans des populations traditionnelles au cours du XVIIIe siècle. C'est comme ça qu'on a supposé que ça pouvait aussi être ça. Alors, la caractéristique maintenant de ce premier site qui a été découvert de gravures rupestres à Tioute, c'est pas un grand site. Non, c'est pas un grand site. Oui. Mais c'est un site extrêmement intéressant de par les figures qu'il montre et qu'il montre l'importance de la chasse, la magie qui tournait autour de la chasse pour ces populations, et ce sont en outre de très belles gravures. Malheureusement, elles ont été totalement massacrées. On se demande d'ailleurs comment, alors que ça se trouve quasiment en ville, on n'a pas pu les préserver beaucoup mieux. Alors, quelques années plus tard, il va y avoir donc la découverte de ce plus grand site de gravure rupestre, j'allais dire, dans le monde, celui du Tassili. Ce n'est plus qu'un site. C'est une région immense, ça fait à peu près la surface de la France quand même, où on a énormément de rochers qui sont couverts de peinture. En fait, c'est une région qui est incisée d'oueds extrêmement profonds, et c'est en bordure de ces oueds, surtout en amont des oueds, que se regroupent les peintures. Ce qui montre déjà qu'au moment où ces peintures ont été faites, le climat devait déjà être assez difficile pour qu'il y ait ces localisations au niveau des sources. Alors, dans le cadre de vos travaux, vous avez mis l'accent sur les représentations de poissons, donc de pêche dans la région. Qu'en est-il exactement? Oui. Dans les fouilles que nous avons pu faire au Tassili, nous avons effectivement trouvé beaucoup de restes de poissons.
Mais ils sont tous antérieurs à 6000 ans. À 6000 ans, c'est une période où il y a eu une crise climatique extrêmement dure, qui a totalement modifié le paysage, qui a asséché le pays, et des poissons sont restés, puisqu'il y en a encore à l'heure actuelle, mais c'est quand même insignifiant, alors qu'apparemment, à cette époque-là, il y avait un nombre de variétés assez significatif. Et puis au niveau de ces gravures, on retrouve des représentations des poissons? Oui, au niveau des peintures, on a des représentations de poissons, et au niveau des gravures, on en a également. Et on peut identifier les espèces. Quel type d'espèces? Je sais que vous les avez donc énumérées. Donc... Il n'y a pas. Mais c'était des espèces qui ne sont pas donc... Qui n'existent pas à l'heure actuelle. Il y en a qui existent à l'heure actuelle, d'autres qui n'existent plus. Oui. Il y a des carpes, par exemple, on ne trouve plus de carpes. En plus de la pêche, il y a donc des milliers de scènes de chasse, également, comme vous l'avez souligné, et des scènes de domestication d'animaux. Donc c'est le début de la civilisation. Est-ce qu'on peut parler du début de la civilisation? Alors, qu'est-ce qu'on appelle civilisation? Je pense que tout est là. Quand on parle de la préhistoire, on est déjà dans la civilisation. Voilà, dès qu'on parle de l'homme, c'est déjà... C'est extrêmement délicat de mettre... disons qu'on parle surtout de civilisation quand on a de l'écrit. C'est beaucoup plus facile, même si l'apport n'est pas tellement plus grand que par les études des objets eux-mêmes, on a l'impression d'une plus grande facilité. Mais cette accession à la culture, donc le passage de la nature à le fait de domestiquer donc des animaux, est-ce que c'est pas donc une autre... C'est un moyen une part de civilisation. Si nous n'avions pas d'animaux domestiques aujourd'hui, que ferions-nous? Alors, quels étaient les animaux qui ont été domestiqués les premiers? C'est le chien. Oui. Mais il y en a eu très peu ici. Ensuite, ce sont les bovins. Les bovins. Donc, et sur donc les gravures de Tassili, on les retrouve? On les trouve en quantité. Il y a énormément de troupeaux, rarement de très grands troupeaux, mais beaucoup de petits troupeaux de 4 ou 5 têtes. Ce qui laisse penser que les grands troupeaux seraient plutôt la réunion de plusieurs troupeaux. La réunion de plusieurs donc petits... de petits troupeaux qui étaient confiés à un berger commun. Alors, donc, concernant maintenant, il y a tout un rituel concernant les cornes. Donc, nous avons des bovins sans cornes, d'autres cornus, d'autres encore dont les cornes sont ornées. Qu'en est-il exact? Pourquoi cette configuration de ces bovins? Je pense que dans toutes les régions d'élevage, on accorde encore à l'heure actuelle beaucoup d'importance aux cornes. Et je dois dire que je ne sais pas pourquoi, mais dans les périodes préhistoriques, apparemment, ce sont les chefs de troupeaux qui ont été traités de la sorte. Donc ou bien c'était des animaux qui étaient plus importants de par leur qualité, ou peut-être aussi auxquels on attachait une valeur sentimentale plus grande, pourquoi pas. Vous parlez de berger, alors, vous êtes l'une des rares préhistoriennes à expliquer donc cette fonction. Pour être, c'était pas facile à l'époque d'être un berger parce qu'il fallait passer par toute une initiation. Il fallait apprendre, c'était un métier très très recherché apparemment. C'était un métier des plus honorifiques qui soit, d'après ce que l'on peut traduire de l'art rupestre dont on dispose. Et il y avait entre autres une scène d'initiation qui était une scène très dure où le postulant
devait sauter au-dessus d'un taureau, Ouais. mais devait apparemment sans élan passer par-dessus le dos. Et ça n'avait rien à voir avec les sauts tels qu'on les a connus en Grèce et en Crète. Mais on a retrouvé cela dans certaines populations d'Afrique de l'Est. Il n'y a pas très longtemps, ils pratiquaient encore ce genre de procédé. D'initiation, oui. Alors, quelle est la caractéristique, juste pour les téléspectateurs, donc des bergers en Europe de l'Est, notamment en Grèce? Vous évoquez la Grèce. Je ne connais pas. On a retrouvé ces éléments dans des vieilles publications, mais on n'a pas d'éléments particuliers. Ce que l'on sait par contre du point de vue préhistorique, c'est qu'il y a un lien étroit entre le berger et les astres. Donc on pense que le berger devait être particulièrement compétent en matière astronomique. Or, les populations préhistoriques du Sahara avaient une connaissance des astres extrêmement poussée. On a trouvé dans le désert égyptien et dans le désert libyen des monuments, enfin nous appelons monuments des assemblages de pierres ayant des positions très particulières, et ces monuments montrant nettement des directions astrales bien précises. Orion étant une des étoiles privilégiées. Alors, hormis cette activité de pastoralisme, quelles sont également les autres activités? Il y avait du poisson, oui. Il y avait de la pêche. La pêche, oui, on l'a évoqué, oui. Et il y avait de la cueillette. Beaucoup de cueillette, qui a conduit certainement aux premiers aspects de l'agriculture, tout simplement en nettoyant un petit peu autour des plantes que l'on préférait, essayer d'enlever les plantes que l'on considérait comme néfastes. Alors, en plus de la domestication donc, des bovins, il y a celle des girafes également, qui est quelque chose de très étrange, mais... oui, très surprenant. Surprenant, oui. Mais on a à l'heure actuelle la preuve qu'il y a eu des tentatives de domestication. Ça n'a pas abouti puisque on ne les a pas gardées. Ouais. Mais ça a dû pendant un temps être extrêmement important. Donc c'était un animal important dont... la girafe a été un animal très important. Oui. Son importance est-il... On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est un animal de contact facile? Oui. Peut-être. Un animal puissant? On ne sait pas. Sinon, il y a des représentants... Alors, il est probable aussi... On a essayé aussi de domestiquer le mouflon. Oui. Il y a eu certainement des tentatives de domestication d'énormément d'animaux, ce qui a abouti et ce qui a été délaissé plus ou moins vite. Et puis il y a des bovidés qui ont disparu, qui ont été donc représentés au niveau donc, du Tassili, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des bovidés disparus? Non, ce que l'on a comme trace, ce sont des bovins qui sont les mêmes que les bovins que l'on connaît à l'heure actuelle. On retrouve apparemment, de par leur morphologie, on retrouve les mêmes chez les Peuls actuels. Donc au Niger, au Mali. Au Mali. Alors, Madame Omassip, vous avez parlé de l'importance de ce site et le rapport donc, des hommes aux animaux, le rapport des hommes à la nature d'une manière générale.
qui est représenté sur ces dessins et sur ces gravures, n'est-ce pas? Alors, il y a certainement différents aspects. Il y a peut-être le dessin pour le dessin, mais certainement très très peu. Pour les gravures. Chaque peinture ou chaque gravure avait une valeur en elle-même. Elle était là soit pour magnifier une situation, soit pour appeler une bénédiction, soit pour informer aussi. On a beaucoup d'éléments qui laissent penser qu'effectivement, il s'agissait de faire savoir un certain nombre de cérémonies importantes. Donc c'était... est-ce que ces artistes, on va utiliser un terme moderne, qui ont commis ces dessins, ces gravures, étaient des équivalents des scribes? Parce que nous savons que dans l'Égypte antique, il y avait des spécialistes, donc ceux qui avaient le droit de réaliser les hiéroglyphes. Est-ce que c'était des personnes bien précises, ceux qui pratiquaient ces... C'est tout à fait probable. Ouais. On voit mal tout un chacun en train de faire des dessins aussi réalistes, aussi expressifs. Ouais. Matériellement, c'est impossible. Ouais. Donc, il faut que ce soit des gens spécialisés et qui étaient certainement formés à cela et qui disposaient aussi certainement de modèles, parce qu'on retrouve parfois exactement les mêmes figures en des lieux éloignés de quelques kilomètres. Alors, on a parlé tout à l'heure donc de l'existence des poissons. Est-ce que cette région était est-ce qu'il y avait un fleuve ou bien des lacs? Il y avait beaucoup. Oui. Jusqu'à 6000. Oui. Du moins, disons grosso modo, entre 10 000 et 6 000, il y a eu beaucoup d'eau et de lacs. Et c'est à ce moment-là que s'est développé peut-être un peu d'agriculture, on n'en sait rien, mais surtout que l'élevage s'est mis en place, du moins l'élevage des bovins qui a été le plus ancien dans cette région. Le paysage était certainement parsemé de grands lacs à certains endroits. Ouais. On a pu cerner les limites d'un lac qui est à cheval sur la frontière avec la Libye, oui. À l'endroit où il y a à l'heure actuelle l'ergue Issaouane. Oui. Et ailleurs, oui. On est convaincu qu'il y a au moins de grosses mares, des étangs, comme on peut en voir à l'heure actuelle. Certains parlent d'une mer intérieure. Est-ce que... Alors la mer intérieure, oui. Il faut remonter beaucoup, beaucoup plus loin dans la préhistoire, à des millions d'années antérieurement, et où effectivement il y a eu une mer, comme il y a eu une mer partout avant qu'il oui. y ait la Terre. Oui. Mais là, elle a duré très longtemps, et elle s'est développée sur ce qu'on appelle le Bas-Sahara, qui est le bassin de l'ergue orientale. Alors, ces gravures, vous avez également découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose auquel vous intéressez en dehors de votre travail de géologue, l'origine du cheval barbe. Vous touchez un point sensible. Ouais. C'est pas moi qui ai découvert l'origine du cheval barbe, mais ce sont des Algériens, oui. De jeunes Algériens, Djilali Adjouis, pour ne pas le nommer, et à peu près en même temps, Yasmina Chahid Samoudi, oui. Que vous connaissez probablement. Oui.
Donc en reprenant du matériel de vieilles fouilles, ils ont identifié parmi les équidés plusieurs espèces, alors qu'on avait emballé tout cela sous un seul mot, qui était un zèbre, une forme de zèbre disparue à l'heure actuelle. Et ils y ont trouvé un cheval, c'est-à-dire un véritable cheval, ce que nous appelons Cabalus. Oui. Or, on était extrêmement gênés par l'existence du cheval barbe. C'est un cheval qui, morphologiquement parlant, n'a pas d'équivalent ailleurs. On ne le trouvait que dans une région bien déterminée, donc l'Afrique du Nord, et on ne savait pas d'où il venait. Alors on avait des hypothèses multiples, inutiles de les donner, elles sont aussi farfelues les unes que les autres. Mais on avait un problème, il n'y avait pas de cheval sauvage, donc on n'avait pas pu avoir de domestication. Donc cette découverte-là, qui mettait en valeur un cheval sauvage, a montré qu'il était tout à fait possible d'avoir une domestication. On n'en a pas la preuve, mais on sait simplement par la génétique à l'heure actuelle que ce cheval barbe, il a des caractéristiques qui n'existent chez aucun autre cheval. Donc il est indépendant, son origine est indépendante de celle des autres chevaux. On a également trouvé qu'il était le plus vieux de tous les chevaux. Il s'est détaché de la branche cabaline 200 000 ans avant les autres, en tant que cheval sauvage. Donc on a un cheval qui a des caractéristiques uniques au monde. Et à l'heure actuelle, on est en train de massacrer le peu qui en reste parce qu'on veut un grand cheval pour faire des fantasias, alors que le barbe est par définition un petit cheval. Il a entre 5 et 10 cm de moins que les chevaux que l'on souhaite. Donc on le croise avec tout et n'importe quoi, et on est en train de perdre un patrimoine. Un patrimoine inestimable d'un point de vue génétique, inestimable d'un point de vue historique, car il a une histoire prodigieuse. Oui. Est-ce qu'au niveau de ces gravures, on retrouve la représentation? Eh bien justement, on retrouve des représentations de chevaux. Et alors c'est à partir de ces représentations de chevaux qu'on a élaboré toute l'histoire du cheval et son introduction, entre autres, à partir de l'Égypte. Or, les éléments dont on disposait ne permettaient pas d'apporter la preuve qu'il venait d'Égypte. Alors reste à trouver l'endroit où il a été domestiqué. Peut-être quelque part dans le Sahara, mais on ne sait pas où. Vous avez déjà émis l'hypothèse de cette région, donc c'est là où on trouve. Tassili. C'est là où on trouve ces formes les plus anciennes. Donc on est tenté de rêver que c'est peut-être par là qu'il a été domestiqué. Et c'est un cheval qui a fait ses preuves dans le bassin méditerranéen. Oui, c'est le cheval c'était un cheval de guerre prodigieux. Oui. Il a été supplanté uniquement par le cheval arabe parce que Napoléon a admiré la beauté du cheval arabe au moment de la conquête d'Égypte. Oui, au moment de la conquête de l'Égypte. Il paraît que le cheval barbe, on l'a utilisé également pour participer à des joutes sportives en Grèce. Donc il y avait des Algériens. Il y a eu des Grecs l'ont beaucoup utilisé et avaient des jeux et des courses de chars qui utilisaient le barbe. Et puis dans les gravures rupestres du Tassili, on retrouve ce char. Donc on retrouve un char qui n'est pas le char grec. Oui. C'est un char très particulier qui paraît être vraiment très, très localisé dans cette région-là.
Alors, est-ce que ces gravures, donc on a parlé donc des bovins, du cheval, est-ce que ces gravures révèlent en fait une socialisation d'une société, donc une pratique sociale bien précise? Bien sûr. Laquelle, On madame? peut, Oui, on peut, à partir de ces gravures, oui, bon, il faut un peu d'imagination, oui, là, oui, bien sûr. on quitte un peu le domaine scientifique, Oui. mais on peut très bien concevoir la manière dont ces populations vivaient. Oui. Les populations pastorales avaient donné un rôle extrêmement important aux femmes. C'était elles qui étaient les gardiennes, en fait, du lait. Et le lait était le produit le plus précieux de cette époque-là. Alors qu'au contraire, quand on voit arriver le cheval, c'est le monde masculin qui prend le dessus sur le monde féminin. C'est extrêmement intéressant à percevoir au travers de cet art. Et justement, dans ces représentations, il y a peu de femmes, donc il y a quasiment pas. Si, il y en a beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de personnages et il y a beaucoup de femmes dans la période bovidienne. Oui. Ensuite, quand on passe à la période suivante, donc la période du cheval, on a beaucoup moins de personnages et on a effectivement une dominance des hommes. Mais elle n'est pas très grande. J'aimerais également donc avoir votre avis sur la disparition d'un bovin, un grand bovin qu'on appelle Bubal, c'est ça? Oui. Alors. Bon, il a disparu probablement il s'est éteint parce que le milieu ne lui permettait plus de survivre. Il devait avoir besoin d'une quantité importante de nourriture. Et on a trouvé les tout derniers ont été trouvés en Mauritanie et datent de 3 ou 4 000 ans. Donc il a perduré très longtemps dans des régions favorisées comme la côte mauritanienne. Mais ici, il a dû disparaître très vite. Alors, concernant donc le réalisateur Abdelkrim Bougueram disait, vous n'avez pas parlé de la datation donc de ces gravures. Donc certaines, on dit que certaines remontent. Alors là, c'est un gros néolithique. Il faut utiliser donc un terme. C'est un très gros problème. Ouais. Disons que, pour être honnête, il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent qu'elle soit récente. Récente, ce fut un temps 3000 avant notre ère. Ensuite, c'est arrivé à 6000. C'est monté tout doucettement à 7000, 8000. Et puis, il y a ceux qui veulent que ce soit ici, comme partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que ça puisse remonter à 20 000 et 30 000. Inutile de vous dire que moi je suis pour cette seconde position, parce que je ne vois vraiment pas pourquoi l'Algérie aurait fait un îlot à la surface du globe, et alors qu'elle a les peintures, les gravures les plus belles du monde, elles seraient toutes tassées dans un espace de temps très bref. Il y aurait eu une évolution fantastique en très 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 peu de temps, alors que la préhistoire s'y étale sur des milliers d'années. Donc il y a une incohérence, d'une part, et puis d'autre part, il y a des éléments probants, et entre autres, des questions de patine, qui, quand on veut les regarder avec sérénité, je dirais, et beaucoup de finesse, parce que c'est très délicat à comparer, on se rend compte que la patine la plus ancienne, elle est antérieure à 20 000 ans. Donc ces gravures qui ont une couche de patine épaisse et qui ensuite ont subi une espèce de polissage qui les a rendues brillantes, elles ont obligatoirement plus de 20 000 ans.
Combien, on n'en sait rien. Enfin. Et la plus récente, on parle de 5500, non, les plus récentes sont, je dirais presque actuelles. Oui. On trouve des représentations de véhicules, on trouve toutes sortes de choses actuelles. Je pense que ça n'a jamais cessé, mais il y a eu des périodes de plus grandes représentations que d'autres. Oui. Alors, quels sont les enseignements de ces... Donc, c'est quelque chose que vous avez évoqué. Donc, les enseignements de ces gravures rupestres, Madame Montmassy. On peut en tirer beaucoup de choses. Oui. On peut leur faire dire... Bon, peut leur faire raconter la vie des anciennes populations. On peut leur faire raconter aussi... Enfin, elle montre que ces hommes avaient un sens de l'esthétique qui était très proche du nôtre, d'une part, donc ils devaient nous ressembler énormément. On peut leur faire dire qu'il y a certainement eu une évolution extrêmement importante dans la conception du monde que les hommes anciens ont pu avoir. Donc, elle représente donc toute une période importante. Enfin, pour moi, c'est une période très importante. Dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire à l'échelle d'une nation comme l'Algérie. Donc, l'importance de cette période préhistorique d'une manière générale. Ben, pour moi, elle est très importante parce que c'est elle qui a façonné le monde actuel. Les premières occupations du sol sont toujours fondamentales, sont toujours les plus importantes. Or, les premières occupations du sol ici se montrent très anciennes. Et lorsque l'on arrive à la période où l'homme donc a une tête suffisamment volumineuse, un cerveau suffisamment volumineux pour être un sapiens comme nous, à ce moment-là, on voit apparaître l'art et donc toutes les subtilités du monde actuel s'y trouvent déjà plus ou moins développées. Elle renseigne également deux inventions importantes, Madame Montmassy, l'agriculture et l'élevage. Et l'élevage, oui. Qui sont des innovations, mais on trouve ça partout. On trouve ça à peu près partout dans le monde, à peu près à la même époque. Donc on a eu Et ce sont des moments où il y a des changements climatiques importants, et ces changements climatiques importants engendrent en fait des besoins nouveaux, donc on a un esprit inventif beaucoup plus efficace. Alors, on termine peut-être avec la manière qu'il faut aujourd'hui, la stratégie plutôt, qu'il faut mettre en place pour préserver ces sites d'une extrême importance. C'est le gros problème. Or, la préservation de l'art rupestre me semble ne pas demander beaucoup d'efforts parce que ça ne gêne nullement le développement. Au contraire, il entraîne le développement. On a eu une expérience extrêmement intéressante, je ne sais pas où elle en est à l'heure actuelle, c'était au Mzab, lorsque, je crois, Benizgen a voulu s'agrandir. Et ils ont vu sur les rochers, il y avait énormément de cygnes. On a donc étudié ces cygnes et on a vu qu'ils dataient d'une époque très très peu connue ici, qui est l'époque dite du bronze, le début des métaux. Et ils avaient décidé d'intégrer la majorité de ces pierres dans la ville.
Donc, à l'intérieur des cours, sur le bord des rues, ils ont ils ont modifié le plan de la ville en fonction des pierres. Ouais. Je ne sais pas s'ils ont maintenu, enfin je sais que ça a été maintenu, mais je ne sais pas si c'est conservé comme ils le souhaitaient lorsqu'ils ont fait cela, il y a une trentaine d'années au moins. Et qu'en est-il maintenant de ces gravures? Je ne sais pas. Non, les gravures du Tassili, comment les gravures et les peintures du Tassili, oui. Bien, il y a celles qui... il faut bien partir du principe Oui. qu'elles se détériorent naturellement. Oui. Elles se détériorent plus ou moins vite selon leur exposition, selon leur ancienneté, selon beaucoup de facteurs que l'on ne maîtrise pas. Mais ce que nous pouvons faire, c'est éviter que certaines ne reçoivent du ruissellement d'eau, comme cela se produit quelquefois, et ça surtout dans l'Atlas. Il suffirait quelquefois d'une petite gouttière pour que l'eau ne ruisselle pas directement sur les gravures ou sur les peintures. Ça serait peu de choses, et ça n'est pas fait. Et puis il faudrait un minimum de gardiennage, mais pas un gardiennage sur une surface immense, oui, qui ne permet aucun gardiennage, mais simplement mettre en place des circuits, former sérieusement des guides, ne donner qu'à certains qui sont formés la possibilité d'accompagner les touristes. Et quand cela, comme dans l'Atlas par exemple, on pourrait très bien confier le gardiennage aux populations qui sont là, qui habitent à quelques mètres. Voilà. Ça demanderait des moyens peu élevés. Oui. Ça apporterait peut-être beaucoup de satisfaction à ces gens. Et ça permettrait de les préserver, alors qu'à l'heure actuelle, on construit des murs, on fait du baraudage. Ça ne rime à rien au milieu du désert que signifie un baraudage. Rien. Alors, est-ce que ces sites, est-ce que la recherche par rapport donc à ces gravures, etc., est relancée, parce que depuis quelques années, les étudiants ne s'orientent plus donc, à faire des recherches par rapport à ce patrimoine. Il y a très peu de recherches. Oui. Et ça, c'est un gros problème. Il y en a très peu. Et enfin, moi, je reproche aux recherches actuelles d'être un petit peu la copie de la recherche en Europe. Or, les conditions de travail et les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Les mêmes, oui. Donc, on aurait, à mon avis, intérêt à utiliser des moyens différents de ceux que l'on utilise et de voir les choses d'une façon beaucoup plus ouverte qu'on ne le fait. Il me semble, par exemple, que pour nous, il n'est pas très utile de savoir si ce verre a été fait de telle ou de telle manière. Il m'importe de savoir qu'il existe, où il est, depuis quand il est là et pourquoi il est là. Or, ces questions-là, je ne peux pas y répondre. Mais je pourrais répondre pour dire il a été fait de telle manière. C'est dans le vide. Disons qu'on fait passer un peu la charrue avant les bœufs. C'est normal en Europe, puisqu'on connaît tout le reste, donc on affine. Mais ici où on connaît 3 fois rien... Donc est-ce qu'il est nécessaire de faire... est-ce qu'il est nécessaire de répertorier l'ensemble de ces dessins et les gravures? Il serait... oui. L'idéal à l'heure actuelle, et le seul moyen réel de conservation, ça serait de faire du relevé en 3D, que l'on peut faire à l'heure actuelle. Et ça permettrait de les conserver. Et je suppose que dans l'avenir, il y aura des moyens de conservation qui seront de mieux en mieux. Mais déjà, un 3D, ça permet tout. Ça permet des reconstitutions, ça permet toutes sortes d'éléments. Donc,
On peut faire beaucoup mieux que ce que l'on fait. Donc la préservation de ce patrimoine fait partie de la préservation de la mémoire nationale. Mais bien sûr. Et c'est en plus de cela une richesse extrêmement importante, c'est la mémoire, mais c'est un potentiel touristique colossal. Voilà, je tiens à vous remercier vivement, Madame Ginette Omassip, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes préhistorienne, géologue, auteur de plusieurs ouvrages et de plusieurs contributions concernant la préhistoire de l'Algérie d'une manière générale. Je tiens également à vous remercier de nous avoir suivis et je remercie l'équipe technique du Studio 7 de m'avoir aidé pour réaliser cette émission. Excellente soirée et à bientôt. Merci.